Terrain d'espérance, je marche vers la lumière, chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Bonjour, ici Yolande Clément pour l'Église diocésaine et j'ai avec moi en studio M. Bernard Aimé Poulain, artiste, portraitiste, qui tente de saisir nos émotions, comme on dit dans le livre. Alors, j'aimerais à ce point-ci, I'd like to thank our Anglophone viewers. More and more people are watching us with the audio translated on YouTube, so welcome. Alors, nous voulons absolument connaître votre parcours personnel et votre parcours professionnel. Alors, commençons avec Windsor. Je suis né à Windsor et j'ai passé toute mon enfance à Windsor, mais disons que vers 13 ans, vers l'âge de 13 ans, 12 ans et demi, 13 ans, je suis parti pour Ottawa, étant donné qu'en Ontario, on n'avait pas le droit d'avoir des écoles secondaires en français. Alors, nos parents recevaient la visite de toutes les différentes communautés qui avaient, religieuses, qui avaient des écoles. En français, et on nous visitait pour nous inviter, ou nous décrire leur système, leur setup, et si on était intéressé, on aimerait bien vous recevoir. Alors, moi, on vivait dans ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle encore aujourd'hui, un wartime house. C'est pas gros, 3 chambres à coucher, en haut, une chambre à coucher pour les garçons, une pour les filles, et une pour les parents au premier étage. Moi, j'avais 4 frères, en plus de moi-même, dans la même chambre. Alors, partir pour l'école en pension, ça ne me dérangeait pas. J'ai dit, peut-être que je vais avoir un coin à moi. Et étant donné que j'étais le plus vieux des garçons. Alors, le seul coin que j'avais pour faire le dessin qui m'intéressait énormément et écrire qui m'intéressait aussi, c'était sur le haut du bunk bed. Et ça, c'était mon espace, 3 pieds par 6 pieds privé. Alors, partir de chez nous, c'était pas grave. Moi, la plupart de mes frères étaient beaucoup plus jeunes que moi. Alors, je suis allé au Juniora du Sacré-Cœur à Ottawa. Alors, puis, allons tout de suite à votre créativité. Semble-t-il que vous avez ressenti à un très jeune âge. Et et dans votre livre, Bernard Aimé Poulain, un portrait, a portrait, qui a été écrit par un de vos amis, M. Benoît Casabon. Il cite dans votre livre, déjà à 5 ans, j'étais frustrée avec mes dessins. Ce que je mettais sur papier ne ressemblait jamais à ce que je voyais. Et il continuait en disant, cet enfant dessine comme d'autres vont patiner. Vous reconnaissiez sans doute votre talent à un très jeune âge. Alors, parlez-nous de cette période. Bien, est-ce que je reconnaissais un talent? Non. Est-ce que j'aimais dessiner? Oui, tout le temps, tout le temps. Dessiner quoi? Tout. Tout ce qui me frappait à ce moment-là, à cette seconde-là, je voulais dessiner. Alors, des crayons de couleur, des Crayolas, il y en avait à la maison. Et autant de papier qu'on avait besoin. Ma mère, que j'ai appris des années plus tard, avait fait des toiles, des œuvres, des huiles qui étaient époustouflantes, étant donné que je me disais, mais elle aurait pu devenir quelqu'un dans le domaine des arts. Mais je ne l'ai pas su pendant notre enfance. Ma mère était une personne qui encourageait et non pas démontrait ses grandeurs ou ses capacités de faire des choses. Tout ce qu'elle était une bonne mère, stricte, organisée, avec une marmaille comme nous autres. 5 garçons. Oui, 5 garçons, 3 filles. Alors, et on a adopté l'enfant nourricier, une jeune fille qui demeurait, une jeune Polonaise qui demeurait chez le voisin, mais qui passait toute sa vie chez nous. Alors, on était 9. Alors, éventuellement, non, je me suis dit... je peux partir, moi, pour l'école, aller en pension. C'est pas grave. Je vais au moins avoir de l'espace pour moi. Bien, j'arrive, j'ai un dortoir de 104 garçons.
Alors, j'ai dormi dans une... je suis parti d'une chambre à 5 pour aller à une chambre à coucher à 104. Et j'ai adoré ça. J'ai beaucoup aimé parce que quand j'avais 5 ans, 4 ans, j'essayais tout le temps d'améliorer mon dessin, en ne pas sachant que c'était ça une question d'amélioration chaque fois qu'on dessine. Mais moi, je le ressentais d'une façon ou d'une autre. Ça me fâchait. Alors, c'est à 9 ans que j'ai décidé que je devenais portraitiste. Est-ce que ça, c'est votre expérience avec le Par la Flamme? Non. Non, vous Non, parlez dans pas le studio encore. de peinture. Vous n'êtes pas rendu là Non. encore. OK. Alors, à 9 ans, j'étais encore à Windsor avec ma famille. Et puis, j'annonce au souper un soir que je deviens portraitiste, artiste peintre. Puis, mes frères et mes sœurs continuaient à manger comme si je n'avais rien dit. Et mon père, lui, a tout simplement dit « Ah, c'est ça. L'aîné de mes fils veut crever pour vivre. » Alors, mais, c'est peut-être une phrase décourageante, mais il ne m'a jamais découragé. Il m'a plutôt encouragé. Et c'était précieux parce que ma mère m'a averti longtemps après, quand j'étais grand et parti depuis longtemps, que mon père était allé à Paris pour étudier les moteurs d'une auto française qui devait être importée au Canada. Ça n'est jamais arrivé, mais mon père avait été un des mécaniciens qui avait été invité pour connaître leur moteur. Il travaillait pour le CPR. Il travaillait pour le CPR, oui. Mais il était un mécanicien qui pouvait diagnostiquer une auto, les problèmes d'auto au téléphone. Il pouvait tout faire. C'était un homme extraordinaire, très silencieux, très calme. Mais ma mère m'a raconté que lorsqu'il était à Paris, pendant 2 semaines, à tous les soirs après ses cours, il visitait le Louvre. Mon père qui connaissait rien dans le domaine des arts, rien. Et il avait dit à ma mère, je voulais découvrir qui était mon fils. Oh, wow, ça c'est spécial. Ouais. Wow. Alors, c'était ça mon expérience d'enfance dans le domaine des arts, sauf le fait que je me suis fait, comme on dit en bon Shakespeare, fourré dehors de ma première classe de dessin. C'est vrai? J'ai demandé pour des classes d'anatomie à 11 ans. Ben, à 11 ans. 11 ans. Alors, mes intentions étaient bonnes, mais d'après les adultes, non. Alors, ma mère a décidé quand même que je méritais un cours de peinture. J'ai commencé mes cours de peinture et à peu près à la 3e leçon, je me suis fâché tellement face au professeur qui refusait de m'enseigner. Elle arrivait, m'arrachait mon pinceau et corrigeait mon erreur. Oh, vous étiez encore à Windsor? Là. À Windsor. Oui. Alors là, je me suis enragé un jour, puis un de mes premiers mentors, après mon père, c'était Kenneth Saltmarsh, qui était le directeur et un grand peintre, directeur de la galerie Willisted à Windsor. Et le professeur m'a amené chez Saltmarsh. Il dit, cet enfant-là est impossible. Saltmarsh a regardé mes toiles et a dit, toi, va-t'en chez vous, va peindre. Peins. Un jour, tu deviendras peintre. Alors, je suis reparti chez nous. Il a reconnu votre talent. Alors, là, j'ai dû me donner des cours à moi, à travers mon enfance, mon adolescence. Mais c'est là, au Juniora du Sacré-Cœur, où le père Laflamme des Oblats, où j'étais en pension, m'a vu constamment ne pas dessiner. Alors, il m'a donné un studio. Mon premier studio, je l'ai eu à 13 ans. Est-ce qu'il était peintre lui-même, le père Laflamme? Non, c'est un professeur de latin. Latin, non? Ça va bien ensemble, ça, latin? Oui. Et puis, mais il était friand de belles choses, friand des choses bien faites. Alors, c'était un de mes mentors. Puis une phrase qui m'a frappée dans le livre, M. Casabon dit, vous aviez plusieurs studios à ce collège classique qui visaient la tête bien faite plutôt que la tête bien pleine. Benoît est un des élèves qui était là au Juniora. Et on se connaissait. Lui il était de Verner, puis moi de Windsor.
supposément que je le fascinais dans le sens qu'il ne me comprenait pas. Et plus tard, quand il est devenu professeur émérite des universités, très connu, professeur de français, spécialiste dans le français, écrit quoi, 30 livres. Alors, il était écrivain et il m'a dit un jour, quand on s'est revus, mariés, on s'est rencontrés, et sa famille, et nous, Marie et moi. Et puis, il a décidé, il dit, je veux écrire un livre à ton sujet. Je t'ai jamais compris, toi. Alors, j'ai donné mes archives, je dis, fais ce que tu veux. Peut-être qu'il était pour vous comprendre en écrivant de votre histoire. Qu'il fasse, ben, c'est ça ce qu'on fait un peu dans la peinture. Hein. Alors, j'ai dit, fais ce que tu veux. Puis c'était un de mes amis. Alors, j'avais aucune peur ce qu'il écrirait. Puis il a écrit un très bon livre, très intéressant, très différent. Alors, comme biographie, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une biographie écrite. Non, puis c'est plaisant, c'est très facile à lire, c'est très Oui, bien illustré, français, anglais. Oui. Alors, comme j'ai dit, mon époux l'a lu en anglais, moi je l'ai lu en français. C'est très facile à passer à travers. Alors maintenant, vous êtes à Ottawa, vous décidez de vous inscrire à l'école normale. Oui, quand À quel âge à ce moment-là? j'avais 17 ans. 18 ans, excusez. Oui, début 18. Oui, parce qu'on n'avait pas besoin d'université à ce Non, moment-là. c'est ça. Moi, je suis parti de chez nous à 17. Parce que mon père était un francophone, un franc-sasquois, et on lui refusait de parler le français au travail, au CPR dans le temps, qui était pas mal mené par les francs-maçons anglophones. Et puis, on punissait tous les francophones qui parlaient le français. Mon père s'est fait mettre à la porte, et éventuellement, CPR a été obligé de lui redonner un travail, mais ils ont dit, si tu es pour parler en français, tu t'en vas ailleurs. Ils l'ont mis à Montréal. Alors, toute la famille, après avoir principalement perdu tout ce qu'ils avaient, sont partis pour Montréal. Mais moi, j'étais déjà, sans le savoir, un franco. C'est chez nous en Ontario, je ne m'en vais pas nulle part. Et la seule autre ville que je connaissais, c'était Ottawa. Alors, j'ai dit, OK. J'ai annoncé à la famille que je ne serai pas ici la journée que vous déménagerez. Et je ne l'étais pas, j'étais sur le bord de la rivière Détroit, à Windsor, à lire un livre, à attendre que le train parte. Et il faut dire que 3 francs-maçons sont allés au train pour s'assurer que ma famille était sur le train, tous les enfants et mes parents, et ils leur ont dit, enfin, on s'est débarrassé au moins de 10 francophones. Alors, moi, j'étais pas là, c'est ma sœur qui a tout raconté ça, et elle, c'est l'historienne de la famille, Anne-Marie. Et puis, alors, je suis revenu chez moi, la porte était barrée, je visite le voisin, il y a une clé, je rentre, il y a une valise, et je me suis couché par terre. Et le lendemain matin, je suis allé à la banque, parce que je vendais déjà, depuis l'âge de 14 ans, des toiles à un magasin de meubles. Et j'avais de l'argent en banque, je ne dépensais jamais. Et je suis parti pour Ottawa. C'est la seule autre ville que je connaissais. Et à 17 ans, j'ai eu un emploi comme, comment on dit, stock clerk dans un magasin sur la rue Rideau. Et je suis devenu ami avec le propriétaire immédiatement parce que j'avais été cadet dans la marine et réserviste, donc je faisais de la voile. Lui avait un voilier. La famille ne voulait pas faire de voile avec monsieur. Monsieur m'a dit, tous les lundis du printemps à l'automne, toi et moi, on fait de la voile le lundi parce que c'est ma journée off. Il était content d'avoir un partenaire. Oui. Alors, on a appris à se connaître. Là. Et, mais le reste de la semaine, du mardi au samedi, je travaillais dans le magasin et il me traitait durement. Il m'a appelé tous les noms dérogatifs juifs pour ne pas donner l'impression aux autres employés que j'étais spécial. Et après presque un an, il m'a mis à la bas. Il m'a renvoyé en me disant « Je ne veux pas te voir la face jusqu'à ce que tu t'es enregistré à l'école. Oh. » Il dit, tu ne seras pas un stock clerk toute ta vie. Il voyait le potentiel. Un autre mentor.
Alors, je suis parti, pas tellement heureux, parce que j'étais un homme quand même. Là. Je savais faire mes affaires à moi-même. Je vivais bien dans ma maison de pension. Je me plaignais de rien. Alors, je suis quand même allé m'enregistrer. Encore là, on sait que la seule chose après la 12e année, c'est l'école normale. Je ne connaissais rien de l'enseignement, quoique j'aimais beaucoup travailler avec les enfants dans les scouts, les louveteaux, etc. Alors, je me suis enregistré, je suis devenu professeur. J'ai eu mon diplôme à 19 ans. Et je suis allé enseigner à Cornwall, en 5e année, dans les classes régulières. Mais ce n'était pas ma vocation de ce côté-là. C'était pas votre place. Non, malgré que j'ai beaucoup aimé. Je suis encore en contact avec certains de mes élèves de 1965. Là, je faisais les fins de semaine du bénévolat au Mont-Saint-Joseph, l'ancienne orphelinat des Sœurs Grises d'Ottawa. Oui. Et on avait commencé ça à l'école normale. On était une gang d'une douzaine. On allait à l'orphelinat pour passer du temps avec les enfants et animer toutes sortes d'activités. Super. Parce que les sœurs commençaient déjà à être un peu plus âgées. Et les enfants n'étaient plus nécessairement des orphelins, ils étaient des enfants bafoués, rejetés, abusés du système. Et puis, ils étaient des enfants difficiles à contrôler à cause de les abus dans ce système. Et moi, j'ai travaillé avec les garçons, là, avec 4-5 autres enseignants en études à l'école normale. Mais j'étais le seul qui continuait après. Je prenais l'autobus de Cornwall les fins de semaine pour aller travailler au Mont. OK. Avec les jeunes, continuer mon bénévolat. Après un an à Cornwall, la sœur Eva Paradis du Mont-Saint-Joseph m'appelle et me dit « Toi, où tu viens t'installer chez nous et tu prends le département des garçons, ou on ferme les portes. » Oh. Puis il y avait des enfants là, qui vivaient là depuis 5-6 ans. Là. C'était leur chez eux. Ouais. Alors, et moi, j'aimais beaucoup travailler avec les enfants difficiles. Je lâche ma job à Cornwall, je reviens à Ottawa et je vis maintenant dans un couvent de sœurs. Mais je ne peux pas vivre avec les sœurs. Donc, je vis dans la salle, la chambre de débarras, à côté du boiler room du Mont-Saint-Joseph. Alors, ça, c'était mes débuts au couvent. Et éventuellement, ça s'est amélioré, la chose. Mais là, le conseil scolaire, j'avais besoin quand même d'un job autrement que d'être directeur des garçons, ce qui voulait dire vivre avec eux 24 heures par jour. Alors là, le conseil scolaire des écoles séparées me dit « Tu es professeur. Tu es qualifié, on te paye un salaire de prof, mais commence ta propre école, on ne veut pas avoir tes enfants chez nous. » Parce qu'il n'y avait pas d'éducation spéciale dans le temps. Non, exact. Ça prédatait le début de ce système-là. Alors, j'ai emprunté, pour ne pas dire volé, un vieil édifice sur le terrain du Mont-Saint-Joseph, où les sœurs allaient pour se reposer et méditer. Alors, j'ai volé la maison et j'en ai fait une école. Les enfants l'ont appelé « mon école ». Ils ont même fait une enseigne dessus, c'était « mon école ». C'était leur... Ouais. Alors, on a commencé là. Éventuellement, on a eu d'autres professeurs qui sont venus s'installer. On a changé le dortoir en chambre individuelle pour leur donner un peu de privé, où ils pouvaient accrocher leurs propres photos, leurs dessins, tout ça. On leur a donné des coupes de cheveux individuelles et non pas des buzz cuts comme on faisait dans le temps. À cause des poux, ils disaient. Oui. Puis en plus de ça, c'était facile. On pouvait aller chez Larocque, acheter tout le linge qui restait, qui était d'habitude les mêmes pantalons puis les mêmes chemises. Puis ça ressemblait un peu à des petits prisonniers. Ouais. Et alors, quand on allait faire du shopping, je dis que j'ai individualisé les choses. Alors, on a fait ça. Et on a obtenu un psychiatre à temps partiel, un psychologue à temps partiel. Et ça a roulé pour un bout de temps. Vous avez vraiment débuté l'enfance en difficulté en Ouais, Ontario. c'est ça. Et pour vous dire que j'ai enseigné en enfance en difficulté
à Cornwall Ah, mon dans Dieu. l'année 86-87. Ah, extraordinaire. Oui, j'ai été la seule suppléante qui était qualifiée en Qualifiée. enfance en difficulté. Ouais. Alors, oui, j'ai adoré ça. Ah non, moi, j'ai toujours Qu'est-ce qui nous motive? Hein? Qu'est-ce qui nous C'est attire drôle. à ces jeunes-là? Ben, moi, j'étais curieux comme Dieu. Moi, je voulais savoir. C'est qui, toi? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Quand tu parles pas, qui es-tu? Alors, pour un peintre en herbe aussi, ça, c'était important pour découvrir le portrait que j'ai fait professionnellement. Mais j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé l'âme de ces enfants qui étaient des survivants. Oui. Bafoués comme ça, rejetés comme ça, se faire dire 150 fois par jour qu'ils étaient aimés, puis en réalité, ils savent, ils ne le sont pas aimés. Quand on a fait 15 foyers nourriciers à 9 ans, Non, c'est pas... tu n'es pas aimé. Tu ne te sens pas aimé. Non, absolument. Vous avez un lieu de ressourcement dans la solitude. Oui. Parlez-nous de ce rapport, parce que beaucoup de gens n'aiment pas être seuls. Parlez-nous de ce rapport personnel que vous avez avec la solitude. Je pense qu'on se trompe entre... dans notre cœur, là, on se trompe entre l'ennui et la solitude. La solitude, pour moi, ça veut tout simplement dire être seul. On est mal dans notre peau si on est seul et on se sent mal. Moi, je ne me suis jamais senti mal dans ma peau. Je suis gâté, je le dis souvent aux gens. J'ai tout fait dans ma vie parce que c'est ça ce que je voulais faire. Mais j'ai aussi goûté à des choses que je ne comprenais pas, comme la solitude, qui pour moi était un repos. C'est un silence. C'est un silence. C'est une paix. Un bien-être. Oui. Et même quand j'étais enfant, je partais à marcher pendant des heures pour être seul, parce qu'avec tous les enfants chez nous, là, on n'était pas seuls. Mais j'aimais beaucoup prendre des marches et disparaître. Et dans ce temps-là, on nous permettait ça. Nos parents ne nous poursuivaient pas comme des chattes enragées qui avaient peur pour leur chaton. On nous permettait un peu de tout, je pense. Mais la solitude pour moi était très importante comme enfant, comme adolescent. Et comme peintre, on découvre soudainement qu'on est dans une chambre ou dans notre bulle à l'extérieur. Donc, c'est ça notre vie. C'était ça ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et vous avez quitté l'enseignement pour devenir recherchiste, poste recherchiste à Radio-Canada, qui vous a apporté de belles surprises. Ah oui. Entre autres, une belle surprise que vous vivez depuis 48 ans. Oui, c'est ça. Bien, en 1975, j'avais vécu avec des enfants, mes enfants, 24 heures par jour, 366 jours par année, pendant presque 15 ans. Alors, là, j'avais une maison vide à cette découverte-là un jour, en 1975, et je suis parti à Florence pour une étude des peintres italiens pendant un mois. Et je suis revenu au Canada, puis je me suis dit, écoute, je ne peux pas recommencer. Je suis trop fatigué. J'étais exténué. Et mes dernières 5 années aussi à Ottawa, je faisais partie d'équipes psychiatriques à l'hôpital Royal. J'enseignais là. Un ami et moi, on a créé une école à l'hôpital. Et, Ça, c'était exigeant. oui, et c'était pour les enfants résidents et adolescents résidents qui n'allaient pas à l'école parce qu'ils étaient résidents de l'hôpital psychiatrique. Mais nous, on croyait que c'était nécessaire d'offrir une vie normale, aussi normale que possible, dans un centre qui est anormal, étant donné que ce n'est pas la place où on vit d'habitude, dans un centre psychiatrique. Alors j'ai dit, c'est assez, là, j'ai fait ma part. J'ai créé 2 écoles, j'en peux plus, là. Il faut que je fasse d'autres choses. Alors, j'ai lâché et un jour, je découvre une amie sur le marché, puis on fait un lunch, et elle parle du fait qu'elle a un ami, Marie, qui est réalisateur d'une émission de radio à Radio-Canada, et moi, j'ai des connaissances sur les services communautaires. Donc,
elle aurait besoin de quelqu'un avec mes connaissances. Je me présente. Je suis engagé à être un recherchiste intervieweur sur la communauté. Et après un mois, je découvre le chanteur préféré de ma réalisatrice, Marie Quirion, et je lui offre une soirée. Un vendredi, je lui offre une soirée. J'ai les 2 billets au Centre national des arts pour son chanteur préféré. Elle me répond, impossible, je ne peux pas sortir avec mes employés. Ça ne serait pas, ça ne remplit pas mes exigences d'éthique. Parfait. Lundi matin, elle rentre au bureau et elle a sur son bureau une lettre de démission. Alors, 1 mois à Radio-Canada et je démissionne. Et puis, elle m'appelle au bureau, elle m'annonce que tout va bien, pourquoi je fais ça, ça n'a pas de bon sens, etc. Mais moi, je lui ai dit, je vais te marier un jour. Puis 11 mois plus tard, on est mariés. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis, pour les gens qui sont à l'écoute, justement, votre épouse parle de ceci dans l'émission et qui prend mari, prend pays, prend tout un autre sens. Ah oui. Alors, mais écoutez, à ce moment-ci, on doit se quitter. Je vous remercie beaucoup, Bernard et Aimé Poulain, pour cette entrevue. C'est moi qui vous remercie. Ça a été très révélateur. Merci de votre générosité, votre temps. Ça m'a fait plaisir. Pour les gens qui sont à l'écoute, merci beaucoup d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Yolande Clément, pour l'Église diocésaine, au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Je me réveille, je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia. Une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Peux-tu l'entendre, peux-tu la voir? Cette espérance qui m'invite à croire. Aussitôt choisie, elle me montre la voie.